On est à Ambonnay, à 30 km environ d'Épernay, dans une maison familiale, dans un magnifique vignoble. Il est midi, ce 27 décembre 1985. Et tout à coup, le calme est brisé par un coup de téléphone. C'est Claude qui répond à ce téléphone. Claude est un quinquagénaire, un viticulteur, et ce qu'il apprend au téléphone va vraiment l'étonner. À l'autre bout du fil, il reconnaît la voix angoissée de la nouvelle compagne de son fils, Freddy, qui a l'air assez angoissée et qui dit qu'elle n'a pas de nouvelles de son fils et que son appartement est sans dessus-dessous et qu'elle s'inquiète. On dit, disparu, nous on ne l'a pas vu aujourd'hui. On sait qu'il devait venir à la maison, mais on ne l'avait pas vu. Il n'était pas venu. On dit, mais pourquoi, c'est inquiet? Si, il s'est passé quelque chose. À ce moment-là, Claude se dit qu'il y a quelque chose de grave. Alors tout de suite, avec papa, on était à table, on arrête de manger, on prend la voiture et on monte à Épernay. Il fait tout le trajet jusqu'à l'arrivée dans l'appartement d'Épernay. Et là, quand il entre dans cet appartement, il est vraiment étonné parce qu'il y a un capharnaüm qui règne. Et on voit sur la table de la cuisine une bouteille de champagne retournée dans le seau. Il y a des verres avec des traces de rouge à lèvres, il y a un cendrier rempli de mégots, comme si on avait fait la fête. C'est très étrange, mais ça ne ressemble pas du tout à son fils. Et puis surtout, il y a aussi un autre détail qui est important et qu'il va tout de suite repérer, Claude. C'est qu'il y a des taches de sang sur la plinthe de la cuisine. Claude comprend très vite que la situation est grave, qu'il ne faut absolument pas tarder. Il décide sur le champ de se rendre au commissariat d'Épernay. Qu'est-il arrivé à Frédéric, un jeune homme de 23 ans sans histoire? Est-il séquestré? A-t-il été tué? A-t-il été enlevé? Pour l'instant, on ne peut répondre à aucune de ces questions, mais en tout cas, c'est le début d'une affaire aux multiples rebondissements où les espoirs d'une famille vont se heurter aux limites de la justice. Nous voici à Ambonnay, petit village situé près de Reims, dans la Marne. C'est ici que grandit Frédéric, surnommé Freddy, dans une famille de vignerons. Il y a le père Claude qui cultive la vigne depuis des générations. Il y a sa femme Jeanne. Ils vivent donc dans un domaine, ils vivent du champagne, hein, comme beaucoup de viticulteurs de la région. Il est le premier enfant de cette fratrie qui est en contrat à 3. Et en fait, Frédéric, c'est avant tout un miraculé. Dès l'âge de 3 mois, on va diagnostiquer chez lui une malformation cardiaque. Et en fait, la vie de cet enfant sera, pendant les premières années de sa vie, un véritable souci pour les parents. Boris, son frère cadet, se souvient encore de cette enfance jalonnée par les soucis de santé de Freddy. Comme il avait des problèmes de santé, il ne pouvait pas vivre une enfance assez facile. C'est qu'on fait tout. Donc c'est pour ça qu'il était assez réservé, et les parents ils s'occupaient beaucoup de lui. Et en 1971, il va y avoir un véritable tournant puisque Frédéric va véritablement frôler la mort. Il a 9 ans, il va avoir un malaise cardiaque, il va être placé dans le coma pendant 12 jours, 12 très longs jours. Et finalement, il va sortir de ce coma en battant qu'il est. Et il va avoir une enfance et une adolescence comme tout un chacun. Et on a fait des sorties ensemble. Il y avait la musique aussi. La musique, il me faisait découvrir des musiques, des cinémas. C'est lui qui m'avait emmené pour la première fois voir Grease avec John Travolta. Et on l'a vu, je crois que c'est 17 fois le film.
Il m'a emmené au cinéma, on l'a vu 17 fois ensemble. C'était très soudé comme lien. À 19 ans, Frédéric décroche un diplôme de comptabilité et se lance dans la vie active. Il va trouver un travail d'aide comptable dans une société. Mais il va finir par être licencié et c'est à ce moment-là qu'il va être embauché comme vigneron, notamment dans l'exploitation de ses parents. Il a rencontré une première petite amie, Nelly, qui s'entendait très bien avec lui. Ça tout collait très bien. Ils ont vécu un petit temps ensemble et puis ils envisageaient d'aller plus loin, mais les aléas de la vie ont fait que finalement, elle est partie, ils se sont séparés, il s'est retrouvé seul. Suite à cette rupture, c'est lors d'une sortie en discothèque que Freddy rencontre sa nouvelle petite amie en novembre 1985. Il va rencontrer une femme de 23 ans, absolument éblouissante, ravissante, blonde, qui attire vraiment le regard de tous les hommes autour d'elle. Elle s'appelle Charline, c'est elle aussi une enfant du pays, une fille de bijoutière. Et du coup, entre Charline et Freddy, tout va aller très vite. C'est-à-dire que voilà, ils se rencontrent dans cette soirée et 15 jours après, elle emménage chez lui. Charline, quand elle arrive, dit tout de suite « Ah, mais je connais cet endroit !» Parce que son ex-petite amie habite justement à quelques pas de l'appartement de Frédéric. Cet ex-petit ami s'appelle donc Adrien, elle l'a fréquenté pendant 4 ans, il a 30 ans et il est tractoriste dans une maison de Champagne. Elle continue de le voir de temps en temps, elle lui a même prêté un véhicule. Voilà, Freddy est au courant, elle ne lui cache rien. Et puis voilà, ça va perdurer comme ça jusqu'en décembre 85, donc juste 5 semaines après leur rencontre, où là, Freddy et Charline vont faire une grande annonce, notamment aux parents de Freddy, en leur annonçant qu'ils souhaitent se fiancer. Ça faisait qu'un mois qu'ils se fréquentaient. Hein. C'était très récent. Donc, on est tombé des nues. On ne comprenait pas trop son changement, sa précipitation. Mais le 27 décembre 1985, les projets du couple vont être contrariés. Il est 9h et en fait la journée pour Charline et Frédéric commence d'une manière tout à fait normale. Charline doit aller travailler. Quant à Freddy, il doit aller récupérer une camionnette chez ses parents pour ramener au domicile conjugal des affaires de Charline. Et puis Charline va lui dire « C'est bizarre, la voiture, elle a un petit air penché ». Au final, oui, elle a l'air penchée parce qu'elle a 2 pneus qui sont crevés. Du coup, Charline décide d'aller travailler, elle part avec la voiture en bon état et Freddy reste sur le parking puisque lui, il ne peut pas démarrer. À l'heure du déjeuner, Charline revient à l'appartement pensant que son compagnon a trouvé une solution pour réparer sa voiture. Bizarrement, elle va retrouver la voiture dans le parking qui n'a pas bougé, les pneus sont toujours crevés. Elle va s'apercevoir que la lampe de chevet dans le domicile est toujours allumée. Donc, elle imagine très certainement que en fait, Freddy n'est absolument pas parti. Elle va monter, elle va ensuite frapper à la porte, se disant que Freddy va forcément ouvrir, étant donné qu'elle a vu la lumière, mais pas de réponse. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre ses clés, ouvrir l'appartement, et ce qu'elle va trouver dans l'appartement ne ressemble absolument pas à Frédéric. Et là, elle est stupéfaite de trouver l'appartement totalement en désordre. Ce qui ne correspond pas à Frédéric, qui est plutôt maniaque et qui a plutôt l'habitude de très bien ranger ses affaires. Et surtout, il n'y a absolument pas Frédéric. Charline panique d'abord et puis décide d'appeler les parents de Freddy parce qu'il était censé se rendre chez ses parents à ce moment-là. Et elle est loin de se douter qu'eux non plus n'ont aucune nouvelle de leur fils.
À Épernay, alors que la famille de Freddy est au commissariat pour signaler sa disparition, Charline attend leur retour. La tension est vraiment palpable, puisqu'on se demande vraiment à ce moment-là où est Frédéric. Ça va empirer lorsque le téléphone va sonner. Charline va décrocher et là, elle va tomber sur une voix de femme, une certaine Florence, qui lui dit que Freddy est parti au sport d'hiver avec elle, que Charline n'a plus rien à faire dans cet appartement, qu'elle doit prendre toutes ses affaires et qu'à leur retour de sport d'hiver, c'est elle qui s'installera dans l'appartement avec Freddy. Ce coup de téléphone est étrange. Frédéric vient de disparaître. Il y a ce coup de téléphone qui tombe comme un cheveu sur la soupe et qui annonce un dénouement amoureux, une fugue amoureuse. Et 1000 questions commencent à se poser. Et tout d'un coup, on se dit, mais il est parti au ski, mais où qui est cette Florence? Ça ne tient évidemment pas debout. Et là, ça se bouscule dans la tête de tout le monde. Que s'est-il passé? Les enquêteurs de police de Reims et d'Épernay investissent l'appartement de Freddy. Ils fouillent, ils prennent des échantillons pour faire des analyses, ils posent des questions. Ça va tellement vite qu'on ne sait plus où mettre la tête, quoi. Ils vont procéder aux premières constatations et surtout faire plusieurs photos dans la cuisine. Il reste des traces de soirée. Donc ils prennent des photos, notamment de bouteilles de champagne renversées dans un seau. Il y a des verres, il y a des flûtes de champagne. Notamment, il y a une trace de rouge à lèvres sur l'une des flûtes de champagne. Il y a un cendrier avec plein de mégots. Il y a des espèces de miettes de biscuits. On a un peu cette impression d'une sorte de mise en scène. Ils retrouvent des traces de sang sur la plinthe de la cuisine. Il y a un stress qui monte, on a l'impression qu'il y a déjà tout un scénario qui est en train de se dessiner, ça monte crescendo. Les policiers vont aller de surprise en surprise. Ils vont découvrir d'abord des nouvelles traces de sang près de la porte, comme si on les avait effacées, mais elles sont bien là. Et, mieux encore, ils vont retrouver un impact de balle dans la tranche de la porte de la cuisine. L'impact de balle, mais pas le projectile, pas la balle. Donc en fait, si on fait le bilan, on se dit il y a une soirée avec de l'alcool, il y a des traces de sang et il y a un impact de balle 22 longs rifles. Donc tout ça, ça constitue des éléments super inquiétants et qui peuvent laisser imaginer le pire pour Frédéric. Et la suite des investigations va encore plus plonger tout le monde dans l'angoisse. Les policiers poursuivent donc les constatations dans la chambre de Frédéric. Ils vont constater qu'il manque un certain nombre de ses effets, notamment un sac et un blouson. Un sac de voyage, un blouson. Ça pourrait laisser penser qu'il est parti en effet et que peut-être il serait parti au ski, comme le disait la personne, la fameuse Florence qui a téléphoné précédemment. Nous, comme on s'inquiète pour Freddy, ils disent bah, attendez, ça tombe, il a fait une fugue, vous vous rendez pas compte, si c'est une fugue. On dit non, mais il peut pas faire une fugue, déjà il est majeur, donc ça serait pas une fugue. Et puis, pourquoi lui faire une fugue, puisqu'on est très soudés, on est très famille. Et en plus, il va y avoir un élément objectif qui va être retrouvé par les enquêteurs et qui va absolument dans ce sens. C'est en fait ses effets personnels, son carnet de chèques, sa carte d'identité qui vont être retrouvés. Donc s'il n'a pas pris son carnet de chèques ni sa carte d'identité, la piste du départ volontaire, la piste du départ au ski n'est absolument pas possible. Au terme des constatations, c'est donc vers une autre piste que s'orientent les enquêteurs. Alors évidemment, on a retrouvé du sang, mais certainement pas en quantité suffisante pour pouvoir affirmer de façon certaine qu'il s'agit d'un crime. Et donc, les enquêteurs vont se pencher sur une nouvelle piste, à savoir l'enlèvement et donc la demande de rançon.
Mais l'hypothèse tombe à l'eau lorsque Charline, quelques jours plus tard, vient apporter un nouveau témoignage. Et elle donne spontanément un nom, celui d'Adrien, son ex-petit ami. Au cours de son audition, la jeune femme va alors raconter que depuis plusieurs mois, Freddy et elle subissaient le harcèlement de son ex-compagnon. Ce que Charline rapporte aux enquêteurs, c'est tout simplement qu'Adrien ne supporte pas du tout cette rupture. Et il essaye à chaque fois de revenir vers elle, de la reconquérir. Il est tout le temps présent, en fait, dans la vie du couple. Il est là comme une espèce d'ombre qui traîne autour du couple nouvellement formé qui est Freddy et Charline. Il vient, il est dans les escaliers, il écoute derrière leur porte, mais qu'est-ce qu'il cherche? Il les traque clairement, il est derrière eux sans cesse. Adrien va multiplier les coups de téléphone anonymes et en fait ce harcèlement va aller crescendo de pire en pire, en pire, en pire. Mon frère avait peur. Il va nous dire que cette personne-là est partie en voyage et qu'il allait revenir. Donc mon frère était très inquiet. Il va par exemple faire un cadeau à Charline, on se demande pourquoi, il lui offre un lapin nain qu'elle va accepter dans un premier temps et puis qu'elle va lui restituer parce qu'elle dit « mais attends, on n'est plus ensemble, pourquoi tu m'offres un lapin, reprends ton lapin ». Charline découvre ce lapin nain décapité, étalé sur le pare-brise de sa voiture avec un mot, Charline, on reprend tout à zéro et on va faire un enfant. Alors effectivement, à partir de cette information, les enquêteurs vont commencer à s'intéresser à Adrien parce qu'il a quand même un comportement extrêmement étrange et du coup, il pourrait bien faire figure de suspect principal parce qu'au final, il aurait un mobile. Il voudrait se débarrasser de Frédéric, il veut reconquérir son ancienne petite amie. Fort de ces éléments, les policiers se penchent sur le profil d'Adrien. Ce que l'on sait, c'est qu'Adrien a eu une enfance difficile. Sa mère est morte lorsqu'il avait 9 ans. Premier coup dur. Deuxième coup dur, son père, ne supportant pas le décès, sombre dans l'alcoolisme et ne peut plus élever ses enfants. Et c'est finalement la grand-mère d'Adrien qui va élever le petit. À 18 ans, il va se mettre en couple avec une femme, il va lui faire ensuite un enfant, il va partir au service militaire. Et puis, il va revenir, mais en fait, leur couple ne tiendra pas à cause, dira son épouse, des infidélités d'Adrien. Sous cette apparence de vie, somme toute assez banale, classique, les enquêteurs vont se rendre compte qu'il a malgré tout un casier judiciaire assez rempli. Adrien a déjà eu affaire à la justice pour des affaires d'escroquerie, de deal, de vol. Et ces escroqueries, en réalité, on s'aperçoit qu'il aurait fait tout ça avec Charline. Et donc, Charline, tout d'un coup, n'apparaît plus si lisse que ça aux enquêteurs. Une information qui va bouleverser la famille de Freddy. Il dit Freddy, c'est pas possible, où c'est qu'il est tombé La disparition, elle se passe au bout d'un mois qu'il fréquente ta fille. Toujours est-il que les enquêteurs vont faire un choix. Ils vont décider de ne pas l'interpeller, elle. Il va falloir mettre Adrien en garde à vue pour en savoir un petit peu plus. Parce que là, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Qu'est-il vraiment arrivé à Frédéric? Est-ce que Freddy se serait rendu compte qu'il était entouré de personnes mal attentionnées? En tout cas, voilà, c'est toutes les questions que se posent les enquêteurs et toute l'affaire peut basculer à ce moment-là. Dans la Marne, l'enquête autour de la disparition de Frédéric se poursuit. Adrien, l'ex-petit ami de Charline, est placé en garde à vue. Donc les hommes de la PJ de Reims ont interpellé Adrien, ils le questionnent et ils vont lui demander en fait quel était son emploi du temps le 27 décembre. Et Adrien explique qu'il était parti en vacances au Maroc et qu'il est revenu le 26 décembre
Le 26 décembre, il aurait passé la nuit à se balader dans Paris. Et le 27, le jour de la disparition donc, il aurait pris un train pour Épernay le matin et serait rentré en taxi chez lui et ne serait arrivé chez lui qu'à 12h30, soit bien après la disparition de Frédéric. Face à cet alibi, les enquêteurs sont dubitatifs. Ils se pensent peut-être un instant que oui, en effet, c'est pas possible qu'il ait pu être impliqué. Mais bon, ils vont quand même vérifier évidemment tout ce qui a été dit. Et en fait, ils vont avoir un témoignage qui ne colle pas, qui ne colle absolument pas avec la version donnée par Adrien, étant donné que le père de la petite amie d'Adrien affirme avoir reçu aux alentours de 12h10, 12h15, un appel d'Adrien. À ce moment-là, il est censé être dans un taxi. Il faut rappeler qu'on est dans les années 80, il n'y a pas de téléphone portable, donc en fait sa version est proprement impossible. Il ne peut pas téléphoner. Et puis il ne peut pas non plus être dans un taxi parce que personne ne l'a chargé. On a interrogé les chauffeurs de taxi et aucun n'a le souvenir d'avoir pris en charge Adrien. Donc ça commence à devenir un peu compliqué pour l'alibi d'Adrien. Les policiers de Reims placent alors Adrien face à ces contradictions. Il va changer de version, Adrien. Il va dire que non, finalement, il n'est pas rentré à midi. Non, il a dû se tromper. Il est rentré vers 7h30 sur Épernay. Ensuite, il s'est rendu au domicile du couple Frédéric-Charline. Il va ensuite écouter à la porte ce qui se passe. Il expliquera que c'est pour voir où en est le couple. Et il explique tout d'un coup être le témoin auditif d'une bagarre. Et alors encore plus surprenant, il entend l'éventuel agresseur de Frédéric lui demander son numéro de téléphone. Et là, Adrien décide de noter ce numéro de téléphone et en flippant, en se demandant ce qui va se passer, il préfère, pour ne pas être inquiété, quitter les lieux, ne pas prévenir la police. Dans l'esprit des enquêteurs, malgré tout, cette nouvelle version, c'est troublant. Pourquoi, en fait? Est-ce qu'il a menti la première fois? Est-ce que cette deuxième version correspond à une réalité, à une certaine réalité, ou est-ce qu'il masque encore des éléments aux enquêteurs? Et c'est une autre personne, auditionnée en parallèle, qui va permettre aux enquêteurs de prouver qu'Adrien leur ment. Adrien a une nouvelle petite amie, Chantal, qui va témoigner. Elle va leur révéler un élément extrêmement important, puisqu'elle va admettre, face aux enquêteurs, être la fameuse Florence, qui expliquait que Frédéric était parti au ski. Un appel qu'elle a passé à la demande d'Adrien. C'est Adrien qui lui a rédigé le message. Il l'a rédigé sur un bout de papier, donc c'est écrit. Elle n'a fait que le réciter au final. Et ce bout de papier, elle l'a conservé. Et elle va le remettre aux enquêteurs. Alors forcément, il va être à nouveau confronté aux déclarations de Chantal. Et là, il est bien obligé de reconnaître qu'en effet, c'est lui. Et là, il explique que c'est pour faire réagir Charline. Une explication qui tient pas, enfin qui en tout cas qui interpelle beaucoup les enquêteurs. Sauf que là, Adrien ne veut plus parler. Et c'est comme ça que va s'achever son audition finalement. Afin de trouver des preuves matérielles pour démontrer la culpabilité d'Adrien, une perquisition de son domicile est ordonnée. Ils vont saisir 2 armes qui appartiennent à Adrien, mais pas d'armes avec un calibre 22 long rifle, qui est le calibre qui avait été découvert chez Frédéric. Plusieurs témoins entendus par les enquêteurs vont confirmer l'existence de cette 22 long rifle en possession d'Adrien. Et Charline elle-même va dire qu'il en possède une. Et on sait même que pour rien au monde, ils ne s'en seraient séparés. Confronté à ça, il va trouver une explication qu'il va fournir en disant que oui, il a possédé une 22 long rifle, mais qu'il s'en est séparé et qu'il l'a vendue il y a déjà un bon moment à une femme qui travaillerait dans la rue. Et ils vont aussi noter la disparition assez mystérieuse d'un tapis usagé. Les témoins, là aussi, sont formels. Le tapis, il était là il n'y a pas longtemps. Ils l'ont vu. Donc le tapis, il a beau dire qu'il l'avait plus depuis longtemps, ben c'est pas vrai. Le tapis était bel et bien là. Lorsqu'on a un enquêteur de l'APJ, très vite, le lien entre un corps et un tapis est très rapidement fait. On se dit que le tapis peut servir à transporter le corps.
Au domicile du suspect, les enquêteurs saisissent plusieurs de ses vêtements. Et notamment un manteau sur lequel ils découvrent sur la manche des traces de tir. Est-ce que ces traces de tir pourraient correspondre aux traces de tir retrouvées chez Frédéric? C'est toute la question que se posent les enquêteurs. Les experts disent qu'en effet, cela pourrait être le même tir, et à la fois, on n'en est pas sûr à 100%. Voilà. Ce qu'on sait en tout cas vraiment avec certitude, c'est que les traces retrouvées sur le manteau d'Adrien ne correspondent pas aux 2 armes qu'il conserve chez lui. Maintenant, toute la question est de savoir si les traces retrouvées sur la manche de son manteau correspondent aux 22 longs rifles dont il s'est débarrassé, et si c'est le cas, cette arme correspond aussi aux traces que l'on a retrouvées chez Freddy. Quoi qu'il en soit, cette arme ne sera pas retrouvée, ne sera jamais retrouvée. Mais ce qui va interpeller les enquêteurs au cours de la perquisition, ce sont des traces de sang retrouvées sur le palier d'Adrien. Ces traces de sang, d'où viennent-elles? À qui appartiennent-elles? Il ne s'explique pas là-dessus. Il ne dira rien. Adrien continue de clamer son innocence. Il persiste à dire qu'il y a trop peu d'indices contre lui et que de toute façon il n'y a pas de corps, donc qu'on ne peut rien contre lui. Il n'empêche, Adrien va être mis en examen et écroué pour enlèvement et séquestration. Deux mois après la disparition de Freddy, ses proches essaient de garder espoir. On me dit c'est pas possible. Pourquoi ça nous est arrivé? Je sais bien, on n'est pas les seuls. Mais quand ça vous arrive, vous vous demandez pourquoi que ça vous arrive. On se pose beaucoup de questions, on se demande s'il est vivant, où c'est qu'il est, s'il souffre, est-ce qu'il est détenu, est-ce qu'il est séquestré quelque part. On se pose beaucoup de questions. La souffrance, est-ce qu'il est mort? Un peu plus d'1 an après la disparition de Frédéric et alors que l'instruction se poursuit, Boris et le reste de la famille restent mobilisés. On loue un hélicoptère pour pouvoir survoler les marais, tous les coins de la région pour voir s'il y a quelque chose qui a bougé. Donc papa il s'investit beaucoup, il a investi beaucoup d'argent pour essayer de trouver une solution. Sous les conseils de la police, papa a continué à payer le loyer de l'appartement pour pouvoir y avoir accès à tout moment s'il y a des analyses à faire dans l'appartement, à nos frais. Mais en fait, la vie de cette famille s'est arrêtée le 27 décembre 1985, le jour de la disparition de Frédéric. Maman, elle part dans une dépression, elle est obligée de voir des psys et de prendre des cachets parce que c'était invivable. Vous imaginez bien que la vie de famille elle est complètement bousculée. Hein. Et toutes les réunions, là, on parle que de Freddy, on parle que de la disparition. Il n'y a plus une vie normale. C'est pas une vie. On ne peut pas passer une seule heure de la journée ou de la nuit quand on ne dort pas sans savoir. Vous avez tout le temps ça dans la tête. Papa, il payait des enquêteurs pour emmener une enquête de leur côté, pour essayer de trouver une solution. On était sûr de trouver une solution au procès. Le 29 octobre 1988, après 3 ans d'instruction, le procès d'Adrien s'ouvre devant les assises de la Marne à Reims. Accusé d'assassinat, il encourt jusqu'à 22 ans de réclusion criminelle. En face de moi, je suis sûr d'avoir la personne qui détient la vérité. Et cette personne-là, en même temps, ça fait peur. Parce qu'on se dit,
qu'est-ce qu'il a pu faire à mon frère. Donc moi je le fixe pour essayer de qu'il parle, qu'il voie notre souffrance, qu'il nous libère. On se dit, on a l'espoir qu'il va craquer. On a l'espoir, on se dit c'est pas possible, il va craquer, il va finir par parler, de toute façon, puis par dire ce qui s'est passé. Adrien ne reconnaît rien. Adrien ne donne absolument aucune réponse à la foultitude de questions qu'il se pose. Et Adrien clame toujours son innocence. Pour la défense, Adrien serait victime d'une procédure à charge sans preuve concrète. Pendant le procès, sa défense sera de dire que n'a pas de corps. Il a disparu volontairement. Que voulez-vous que j'y fasse? Et en effet, le doute va s'installer. L'avocate d'Adrien va trouver, au moment de sa plaidoirie, le truc. Elle va présenter la famille de Frédéric comme étant une famille de riches vignerons extrêmement aisés socialement et qui cherchent absolument un coupable en la personne de son client. Et le doute va si bien s'installer dans l'esprit des jurés qu'à l'issue du délibéré, le verdict va tomber. Et alors que les parents étaient sûrs que Adrien serait condamné, il est acquitté. On est tous... on comprend pas ce qui se passe. On comprend pas. Et aussitôt, on est encerclé par les gendarmes. Aussitôt qu'ils annoncent l'acquittement, nous, on est encerclés. Et comme si c'était nous les coupables, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible. Mais on est dans une rage, pas possible. Et d'un seul coup, toute la salle se vide. Et notre avocat dit, voilà, il est acquitté, donc il sortait ce soir. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, il peut pas sortir. C'est encore plus terrible parce que cette décision est définitive. À l'époque, il faut le rappeler, on ne pouvait pas faire appel d'un verdict d'assises. Cette décision judiciaire clôt les poursuites contre Adrien. Mais pour la famille de Frédéric, les recherches vont continuer. Donc là, on se bat encore plus tout seul. Puisqu'il faut trouver une solution pour réussir à retrouver Freddy. Parce que nous, notre but, c'est de retrouver Freddy. Papa, il reprend des enquêteurs privés et on retravaille tout le dossier. Mais à notre charge. Hein. À notre charge, c'est-à-dire que personne ne nous aide dans ces moments-là. Hein. Il faut qu'on trouve une solution. La justice nous laisse tomber puisque la personne est acquittée. Donc faire ouvrir un dossier derrière un acquittement, c'est compliqué. Hein. Et personne ne retrouve la trace de Frédéric. Les années vont passer. Et puis un beau jour, en 94, le téléphone va sonner. Et il y a au bout du fil un mystérieux interlocuteur. Ce 16 novembre 1994, c'est Claude, le père de Frédéric, qui répond au téléphone. Cette voix annonce qu'il pourrait résoudre cette affaire, dire où est Frédéric et raconter ce qui s'est passé. Alors, je sais pas si je veux soulager ma conscience ou quoi, mais de toute façon, les informations que je détiens, j'ai pas l'intention de les donner gratuitement. Oui. Hein, donc... Alors, vous voyez à combien vous estimez votre Suisse? Oui. Et ben, on en reparlera à ce moment-là. Je vous rappellerai un soir, pareil. Et tout ça, ça dépend s'il est d'où c'est qu'il peut être et puis d'où c'est qu'il est vivant. S'il est vivant. Ça fait partie des informations. Papa espère, il dit, bon, s'il faut payer pour savoir quelque chose, je vais payer. Au cours de cet appel, le corbeau ne va pas se contenter de leur demander de l'argent. Il va aussi en dire un peu plus sur son identité. Vous voyez qui je suis? Il me semble que celui qui a fait 2 ans dans cette affaire, enfin 3 ans dans cette affaire, ça peut être monsieur. Voilà, comme vous dites si bien. Hein? Ah, je pense qu'à l'époque, on a dû vous dire aussi qu'il n'y en avait qu'un qui détenait la clé de
mystère. Exactement, oui, oui, oui. Voilà. Donc forcément, la seule personne qui a fait 2 ans de préventif pour la disparition de Frédéric, c'est Adrien. Donc, si on en croit ces révélations, le corbeau ne serait autre qu'Adrien. Mais enfin, c'est bien la première fois qu'on verrait un corbeau dévoiler son identité. Claude et son fils Boris se rendent alors au commissariat de Reims pour porter plainte. Dès qu'on a l'enregistrement, nous on le propose au commissariat. Les enquêteurs disent oui, on a déjà interrogé l'acquitté, ça ressemble bien à sa voix. Et les enquêteurs nous déconseillent de payer la rançon. Et nous, on suit l'avis des enquêteurs. On veut surtout pas que ça nuise à l'enquête. Adrien va être convoqué par les enquêteurs. On va lui demander en substance si c'est lui qui exerce ce chantage et bien évidemment, il va nier en bloc. Finalement, ce volet d'enquête va être clôturé en 97. L'affaire va être classée sans suite parce que la famille a essayé de faire analyser ces enregistrements, de les faire comparer. Ça ne donnera rien. 6 mois après, Claude, le papa, va décéder en 3 mois d'un cancer du poumon absolument foudroyant. À force de travailler avec l'enquête, il vivait une vie compliquée. Donc il fumait plus que de raison. Il a fini par partir avec un cancer au poumon. On reprend le flambeau de papa pour pas que ça s'arrête. Pour aider maman aussi, parce que maman n'avait pas les épaules pour prendre ce que papa faisait. Dans la famille du disparu, l'espoir s'amenuise d'année en année, mais par chance, de nouveaux alliés vont leur venir en aide. « 23 ans après la disparition de Freddy, et alors que le principal suspect a été acquitté, l'affaire va connaître un nouveau rebondissement. La famille de Frédéric va faire la rencontre de 2 avocats parisiens, Maître Herman et Maître Seban, qui sont vraiment des spécialistes des cold cases. Ils reprennent le dossier et ils découvrent qu'il y avait des scellés qui étaient disparus, qu'il faut retrouver les scellés. C'est le cas notamment des armes et des munitions d'Adrien. Mais on se rend compte aussi que les traces de sang, aussi bien chez la victime que chez le suspect, n'ont jamais été expertisées. Malgré les scellés disparus, de nouvelles expertises sont ordonnées par le duo d'avocats. Et en 2012, il y a des flûtes de champagne qui sont analysées. Il y avait des traces de rouge à lèvres sur des flûtes à champagne. Le jackpot, l'ADN de l'acquitté ressort sur le maquillage des flûtes à champagne. Là, c'est une preuve. C'est une preuve, en tout cas, au minimum, que ce rouge à lèvres a été déposé par Adrien. Sinon, comment peut-on expliquer, c'est impossible, que son ADN se retrouve sur les verres? Cela laisse supposer, en tout cas, que cette mise en scène aurait été orchestrée par Adrien. Maintenant, on a la preuve que l'acquitté était sur la scène de crime, si c'est la scène de crime. Hein. Et là, on a un espoir qui renaît. Mais alors que les proches espèrent qu'une enquête soit relancée, ils vont se heurter aux limites de la justice française. Et on est reçu chez le juge d'instruction à Châlons, maman et moi. Et puis voilà, on dit voilà, expliquez-nous. Donc là, il y a l'ADN de l'acquitté. Oh, mais attendez, monsieur, madame, c'est pas parce que il y a l'ADN de l'acquitté que il était dans l'appartement de votre frère. Ah, je dis, ça commence. Tout de suite, ma réaction, c'est ça commence.
Pourquoi la justice ne va pas vraiment bouger? Parce que le suspect, Adrien, la personne mise en cause sur ces traces de rouge à lèvres, c'est son ADN, en fait, a déjà été jugé et il a été acquitté. En droit français, à l'heure actuelle, on ne peut toujours pas, on ne peut pas encore revenir sur cet acquittement qui est définitif. Et sauf procédure excessivement particulière, on ne peut pas rouvrir en l'état le dossier. Donc la famille se trouve dans une situation absolument terrible. Ils ont une preuve quasiment absolue de la culpabilité d'un homme, et cet homme ne sera jamais jugé. Et là on sort du juge, on est complètement un autre coup de massue. Ça fait que ça. C'est du dents de scie. Espoir, ça se casse à margoulette. Espoir, ça se casse à margoulette. Aujourd'hui, on est bloqué. Le cas de Frédéric et de sa famille n'est pas isolé, malheureusement. Il y a beaucoup de cold cases qui sont comme ça en attente que la législation évolue pour qu'on puisse reprendre l'enquête de zéro et que l'on puisse à nouveau investiguer et confondre les auteurs, en tout cas en partie, pour participation, là, dans le cas qui nous occupe. On ne va pas extrapoler ni imputer des responsabilités à Adrien qui ne sont peut-être pas les siennes. Il est de toute façon aujourd'hui innocent des faits qui lui avaient été reprochés à l'époque. Alors soit Adrien ne peut plus être condamné ou en tout cas jugé pour cette affaire, mais il y a des choses à faire. Il pourrait être entendu à nouveau en tant que témoin. Il pourrait, avec de nouvelles déclarations, dire des choses, expliquer comment son ADN s'est retrouvé là et s'il avait des complices, et du coup peut-être engendrer d'autres auditions, identifier éventuellement d'autres complices. Enfin voilà, ça peut ouvrir la porte à de nouvelles investigations, de nouvelles enquêtes et peut-être de nouveaux procès. Pas pour lui, mais pour d'autres personnes. En 2012, après 27 années de combat pour retrouver Freddy, sa mère, Jeanne, a fini par succomber. Donc maman décède le 12 août, le lendemain de l'anniversaire de mon frère. Et là, je me dis, c'est pas possible, j'ai pas pu l'aider. Mais je lui avais fait quand même une promesse avant qu'elle décède, enfin avant que mes parents décèdent, les deux, c'est que dans tous les cas, je continuerai la mission, c'est de retrouver Freddy ou de savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, quoi, dans tous les cas, j'arrêterai pas, je continuerai. Mes parents sont plus là, donc je suis héritier de leur histoire. Et c'était mon frère. C'est pas un inconnu, c'est... En plus, bon, j'ai eu des très bons souvenirs avec Freddy, donc si ça avait été qu'inverse, je pense qu'il aurait fait tout ce qu'il fallait pour me retrouver. Ou... Je sais qu'il y a des gens qui savent certaines choses et qui n'ont pas parlé, et qu'il est peut-être... Enfin, c'est pas qu'il est peut-être, c'est qu'il est temps de parler. De toute façon, on peut plus rien contre l'acquitté. Donc, il est temps de parler. Il est temps de dire où est Freddy et de nous rendre son corps. Qu'on puisse au moins faire notre deuil. Ma mission, elle s'arrêtera le jour que je pourrai enterrer mon frère à côté de mes parents. Il y a une place qui lui est réservée et ça s'arrêtera là, ma mission.